Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Paul pour la deuxième fois sur ma chaîne puisque tu étais intervenu il y a de ça 2 ans pour parler déjà de Art Trade et puis entre-temps il s'en est passé des choses. On a eu un bear market et on a donc, on peut le dire maintenant, on peut l'affirmer je pense, hein, qu'on est dans un nouveau bull market. Paul, pour contextualiser, est un membre de ma communauté privée Youmento. On a d'ailleurs été plusieurs à investir en pré-seed sur le projet. On a été au tout début, à la genèse du projet Art Trade qui a sacrément avancé. Puisque t'as d'ailleurs bossé avec un paquet de gens de la communauté, tu bosses encore avec des gens de la communauté, et vous avez intelligemment su pivoter. On va pouvoir l'évoquer aussi dans cette vidéo. Je précise que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, puisque entre-temps, entre le moment où on avait fait notre vidéo il y a 2 ans et aujourd'hui, il y a les règles qui ont changé, etc. Donc il faut préciser, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, en aucun cas. Néanmoins, je possède des tokens ATR, je le précise. Alors, le token, on en parlait juste avant, a fait un plus 500% en l'espace de 24-48 heures. C'est voilà, le timing de cette interview tombe au moment, en fait, on fait cette interview juste au moment où ça a poussé très fort, mais c'était prévu depuis plusieurs semaines, puisque tu me le disais juste avant, tu croules sous le travail, notamment pour les demandes de support, puisque voilà, si le token a fortement poussé, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'intéressent au projet. Puisque tu nous communiquais ça, je crois que tu en as parlé aussi sur Twitter, mais tu nous communiquais dans le Slack de la communauté où ArtTrade était mis en avant sur je crois la deuxième page la plus visitée de CoinMarketCap, donc c'est énorme, c'est beau. Et de quoi on va parler aujourd'hui, donc, après cette longue introduction, du projet, bien évidemment, de ce qu'ils font chez ArtTrade, voilà, des évolutions qui sont prévues, et puis bien sûr, du token, comment il s'introduit dans cet écosystème, quelle est son utilité, la solution qui est apportée par le projet, et puis on aura l'occasion aussi d'évoquer l'évolution domaine des NFT ou des Real World Assets, puisque je pense qu'on peut aujourd'hui plutôt parler de Real World Assets pour le projet ArtTrade. Et donc voilà, je vais m'arrêter là et je vais te laisser te présenter si tu veux bien, Paul, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et nous expliquer ce qu'est le projet ArtTrade. Je te laisse la parole. Yes, merci Cédric pour ton invitation et Avec plaisir. bonjour à tous ceux à tous ceux qui nous regardent. Ça fait plaisir d'être là encore aujourd'hui pour parler du projet avec toi. Et surtout, comme tu le disais, tu as été vraiment le premier à soutenir ArtTrade et je peux le dire, sans toi et sans la communauté Youmento, on n'aurait rien fait du tout. Donc, c'est un honneur pour moi d'être là et de pouvoir te remercier encore de ton soutien. Avec Donc, plaisir. voilà, donc moi c'est Paul. Je suis dans l'univers de la crypto depuis 2017, d'abord en tant qu'investisseur, mais comme je suis avant tout un entrepreneur, euh, le simple fait de trader à un moment donné ne m'a plus suffi et c'est pour ça qu'en 2021, j'ai profité, on va dire, du bull run pour me lancer d'un point de vue entrepreneurial dans cet écosystème et j'ai fondé le projet ArtTrade au moment où les NFT ont explosé avec une idée initiale qui était de créer le Instagram des NFT. Et puis ensuite, il y a eu une levée de fonds en ICO qu'on a réussi. On a commencé à travailler sur le projet et à ce moment-là, on a eu le bear market et une grande baisse d'intérêt pour le secteur des NFT. Et donc, on est obligé, comme toute entreprise en bear market, de se poser les bonnes questions. Quelle est la vraie utilité de notre produit et comment on se positionne sur un marché, on va dire, euh, plus, euh, plus serein, plus pérenne que le marché des NFT qui était écoulé. Et c'est là où, effectivement, avec ArtTrade, on a pivoté pour se placer sur le marché de l'art physique, euh,
avec notre fonctionnalité et le protocole REAL qui était toujours dans le white paper initial, mais en fait, on a fait de cette feature le produit et on s'est positionné dans la narrative des Real World Assets. Effectivement, comme tu disais, on ne parle plus de NFT aujourd'hui, mais de Real World Assets, surtout chez ArtTrade, parce qu'en fait, le NFT va servir de certificat d'authenticité et de propriété pour des œuvres qui sont bien physiques et tangibles. Donc après, je ne sais pas si tu veux que je commence à détailler techniquement comment ça fonctionne ou si ça vient dans les questions d'après, Ah quoi. bah écoute, c'était la question d'après, effectivement, ok, qu'est-ce que vous faites de différent? Puisqu'effectivement, comme tu viens de l'évoquer, bon bah là, au départ c'était NFT pur, et puis bon bah vous avez pivoté et évolué d'une manière, enfin c'est d'ailleurs moi ma théorie d'investissement, hein, c'est le dirigeant avant tout. Donc j'avais voilà confiance dans ta capacité justement à faire preuve de discernement en disant ok ben là il faut revoir les choses et ce que vous avez fait admirablement bien. Donc voilà le NFT adossé en fin de compte à des œuvres réelles et écoute, je t'invite effectivement à détailler et à nous expliquer Ouais. comment ça fonctionne et en quoi qu'est-ce que vous apportez en termes de valeur, que ce soit à la fois auprès des clients, mais aussi auprès des artistes. Ouais, ben, déjà, en fait, notre stratégie, nous, ça a été de nous positionner sur le marché de l'art. C'est un marché à plus de 60 milliards de dollars annuels qui, depuis le Covid, s'est énormément digitalisé. On a maintenant les parts des ventes en ligne ont dépassé les 15% du marché. Donc maintenant, les gens s'échangent beaucoup d'œuvres d'art online, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, nous, le but, c'est de s'inscrire dans cette dynamique et de proposer une solution d'échange d'œuvres d'art en ligne décentralisées. Et donc, c'est bien la question de en quoi la blockchain est utile dans ce qu'on veut faire. Parce que souvent, il y a des projets blockchain qui mettent la blockchain pour dire que c'est cool, mais il n'y a pas vraiment d'utilité. Alors que là, si on observe les acteurs du marché de l'art en ligne, ce sont des plateformes qui vont prendre des commissions de 30 à 50% aux artistes pour gérer finalement la sécurité et la confiance dans la transaction. Et nous, ce qu'on fait chez ArtTrade, c'est que cette sécurité, cette confiance, on la remet entre les mains de la blockchain. Donc, on décentralise le processus de transaction online d'une œuvre d'art. Donc concrètement, on va créer un NFT qui va être associé à notre œuvre physique. On va mettre plusieurs photos, on va mettre des attributs. On va dire, bon ben voilà, c'est une toile, elle mesure tant, voici les photos. On l'intègre aussi dans un appartement pour que les gens puissent se projeter. Et donc, on crée comme ça la fiche produit quelque part de l'œuvre physique et on crée un NFT associé à cette œuvre. Une fois que ça s'est fait, le NFT devient vraiment le titre de propriété, en fait, et la carte d'identité digitale de l'œuvre d'art. Ça permet, en fait, de donner toutes les qualités et tous les avantages d'un NFT à un objet physique. Donc, ça va permettre aux artistes de toucher des royalties sur le marché secondaire. Il faut savoir qu'en France, les droits de suite, qui sont une obligation légale, ils sont habituellement de 4%, qui doivent être reversés aux artistes sur le marché secondaire, ne sont Ouais. jamais reversés. Donc ça, c'est un des problèmes majeurs sur le marché de l'art, c'est que les artistes ont droit à une part du gâteau sur les ventes secondaires, mais hormis les ventes officielles qui ont lieu dans les maisons de vente aux enchères, etc., c'est quelque chose qui est jamais ou très rarement respecté. Donc là, on va pouvoir, dès lors qu'on accepte que le NFT est un nouveau standard d'authentification d'une œuvre d'art, on va pouvoir forcer ces royalties à chaque fois qu'il y a une transaction, donc ce qui est très bénéfique pour l'artiste. On va aussi permettre de mettre dans le NFT touché au moment de la vente son pourcentage. Donc, ça peut être un galeriste, par exemple, pour éviter aussi la problématique que rencontrent les artistes de courir après les galeristes pour être payés une fois qu'ils ont. Blockchain peut automatiser le split de l'argent au moment de la vente. Donc ça, c'est encore un use case en plus. Et on va amener en fait de la transparence sur un marché de l'art qui est souvent trop opaque. Là, on peut voir exactement l'historique de l'œuvre, combien elle s'est vendue, de quelle main elle est passée à quelle main. Et donc, on a cette problématique du marché de l'art qui est opaque. Et enfin, dès lors qu'on a associé un NFT à une œuvre physique et qu'on peut se l'échanger, en échangeant le NFT, on échange la propriété de l'œuvre qui ensuite transite via un transporteur, on va amener plus de liquidité sur le marché de l'art. Parce qu'aujourd'hui, j'achète une œuvre sur un site en ligne, c'est très bien, je l'ai chez moi, je l'ai sur mon mur, mais le jour où je veux la revendre, je fais comment?
Alors que sur ArtTrade, une fois qu'on l'a achetée, elle est visible sur notre profil et on peut la remettre en vente en 2 clics. Et donc, si par exemple, dans 2, 3 ans, l'artiste a pris de la cote, on le revend très facilement sur la même marketplace. Donc, on vient ici résoudre aussi un problème de manque de liquidité sur le marché secondaire de l'art en ligne. Donc ça, on va dire, c'est pour comprendre quels sont les bénéfices qu'on a à tokeniser une œuvre d'art. Maintenant, comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, je viens sur ArtTrade, je vois une œuvre, elle me plaît, je peux déjà chatter avec l'artiste parce qu'on a un système de messagerie qui va permettre au collectionneur et à l'artiste de faire connaissance, de poser des questions, de demander plus d'images s'il le faut, de se renseigner sur les frais de livraison pour recevoir l'œuvre chez soi. Une fois que j'ai passé cette étape, OK, l'œuvre, là, je vais par exemple dépenser 1000 dollars en crypto-monnaie. Donc, ça peut être ou en USDC, et bientôt on pourra payer aussi en ATR pour avoir un cashback de 2,5%. Donc, une fois que j'ai payé, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va placer les fonds dans un smart contract en escrow, donc en séquence. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le vendeur n'a plus le NFT et l'acheteur n'a plus l'argent, mais ni l'un ni l'autre n'a les produits de la vente tant que la vente n'a pas été au bout. Là, ensuite, toujours dans la messagerie, un petit peu comme ça se passe par exemple sur des sites de vente en peer-to-peer comme Le Bon Coin, on va avoir toute la gestion de la transaction qui va être faite dans l'application au sein de la messagerie, où en fait l'acheteur va rentrer son adresse pour que le vendeur lui dise combien coûte la livraison. Ensuite, les frais de livraison vont être payés toujours dans la messagerie, toujours en crypto, et l'œuvre va être envoyée enfin par le vendeur à l'acheteur. Donc généralement, c'est l'artiste qui va envoyer l'œuvre au collectionneur. Une fois que le collectionneur reçoit l'œuvre, ben, s'il veut récupérer le NFT, et il a tout intérêt à le faire, parce que sans le NFT, il n'a pas le titre de propriété de son œuvre, il doit signer une transaction pour dire j'ai bien reçu l'œuvre, elle est conforme à la description, elle est intacte, je confirme. Et donc là, il va signer une transaction qui va débloquer les fonds pour le vendeur et débloquer le NFT pour l'acheteur. Donc à ce moment-là, l'acheteur récupère son NFT, il a son titre de propriété et le vendeur récupère son argent. Et donc c'est comme ça, c'est ce protocole qu'on a appelé le protocole REAL, qui permet de décentraliser la confiance et la sécurité au sein de la transaction sans faire intervenir un tiers de confiance. C'est-à-dire que l'acheteur a intérêt à récupérer son NFT, donc il faut que la vente aille au bout, et le vendeur a intérêt à récupérer son argent, donc il faut que la vente aille au bout. C'est ce protocole-là, en fait, qui est vraiment innovant chez nous, et qui, dans un second temps, fera intervenir la puce NFC, c'est-à-dire que à la réception de l'œuvre, l'acheteur aura simplement à scanner l'œuvre pour que la transaction soit validée. Donc ça, bien sûr, c'est encore en recherche et développement chez nous, c'est prévu pour le milieu de l'année, mais c'est ce qui viendra encore plus renforcer, on va dire, cet aspect sécurité, authenticité. Et puis, la vision, on va dire, à très long terme, c'est je récupère un tableau dans mon grenier dans 100, 150 ans, je scanne la puce, je sais si c'est un original, je sais si c'est un vrai, un faux, etc., quoi. Donc, on vient aussi sur du long terme, renforcer l'authentification des œuvres grâce à la puce NFC. Ok. Donc voilà en gros le paysage et des fonctionnalités d'ArtTrade. Écoute, merci beaucoup pour ces explications. Euh, au niveau là actuellement, est-ce que vous avez déjà onboardé donc des artistes et est-ce qu'il y a des transactions qui ont eu lieu via le projet ArtTrade? Ouais, ben là on a eu déjà à peu près 7 transactions qui ont eu lieu sur les 3 dernières semaines. Donc Ah en ouais. fait, on va dire c'est récent parce que euh, le lancement d'une plateforme comme ça se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà d'avoir des œuvres sur la plateforme. Donc la première étape, c'est déjà d'aller chercher des artistes et de leur dire, ben, venez vendre votre art différemment, venez toucher des nouveaux collectionneurs qui sont des gens qui ont de la crypto. Et donc tout ça, déjà, ça demande pas mal d'efforts. C'est ce qu'on fait depuis 3 mois. Et on a bientôt 200 œuvres sur la plateforme avec quasiment une centaine d'artistes qui nous ont rejoints, qui ont créé des œuvres, ce qui est, on va dire, plus fastidieux et plus long que pour l'art digital, parce que l'art digital, c'est beaucoup plus simple, on va dire, à faire, à gérer, à trouver des artistes, etc. Donc ça, déjà, ça nous a demandé pas mal d'efforts. Et on a pu récemment signer avec Léo Caillard, avec John Hammond. On a un drop cette semaine qui arrive avec le photographe des stars de LA qui va dropper une photo de Snoop Dogg.
on a pas mal de gros artistes qui commencent à nous rejoindre, donc ça fait effet boule de neige. Et donc, on a de plus en plus de collectionneurs qui commencent à regarder ArtTrade, sachant que c'est pas simple pour les premiers de dire, allez, j'y vais, j'achète, alors que la plateforme n'est pas encore lancée. Donc là, Ouais. on est content parce que c'est en train de se lancer et on va pouvoir aller dans la deuxième phase, on va dire, de notre stratégie marketing d'acquisition, qui est d'adresser le message maintenant aux collectionneurs, de leur dire, c'est bon, vous pouvez venir sur la plateforme, il y a 200 heures, il y a du contenu de qualité, ce sont des artistes qu'on a curatés, donc c'est pas n'importe qui, vous allez pouvoir commencer à vous faire plaisir, à collectionner des œuvres physiques comme vous collectionnez habituellement des NFT, parce que l'idée, moi, elle m'est venue aussi à la base d'une frustration que j'avais quand j'achetais des NFT d'art. J'en ai acheté à peu près une centaine, et à chaque fois, j'étais déçu de ne pas pouvoir les exposer chez moi et d'avoir juste finalement un JPEG. Et donc là, nous, on va aller dire aux collectionneurs, les JPEG, c'est sympa, mais c'est encore mieux si vous avez quelque chose chez vous à afficher, à exposer, de tangible. Et donc, ça tombe bien parce que c'est vraiment la grande tendance de ce bull run, c'est les real world assets et c'est Mm. vraiment ce qu'on propose chez ArtTrade. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'on est vraiment la seule marketplace à être spécialisée là-dedans. Donc, ce qui est plutôt cool, quoi. Ouais, complètement. Et puis bravo pour effectivement avoir réussi à onboarder des artistes, hein, parce que c'est toujours avec des marketplaces comme ça, l'œuf et la poule. Et pour que Exactement. pour C'est qu'il y ait des artistes qui viennent, il faut qu'il y ait des clients. Pour qu'il y ait des clients qui viennent, il faut qu'il y ait des artistes. Donc il faut bien commencer quelque part. Et dans ton point de vue processus, est-ce que du coup les œuvres d'art qui sont vendues sur Arttrade du coup sont exclusivement vendues sur Arttrade? Comment ça fonctionne? Ou est-ce qu'ils peuvent vendre en à côté et on peut retrouver au final l'œuvre d'art à d'autres endroits? Alors, en théorie, elle est exclusivement sur ArtTrade parce que si demain quelqu'un l'achète, Hmm. il faut qu'elle soit disponible. Donc, après, on n'a rien qui force l'artiste à le faire, mais il se met dans une situation, on va dire, délicate si jamais il essaye de la vendre sur plusieurs plateformes et que d'un coup, elle est vendue sur ArtTrade et en même temps ailleurs, ben là, je me demande comment il fait, quoi. Donc, nous, on invite effectivement aux artistes à consacrer les œuvres exclusivement à ArtTrade. Généralement, c'est ce qui est fait, sachant que notre vision aussi, c'est de dire, comme nous, on vous prend uniquement 5% sur les ventes, alors qu'ailleurs en ligne, on vous prend 30 à 50%, mettez un tarif un peu plus attractif, comme ça, le collectionneur est gagnant. En fait, c'est ça aussi le but de la blockchain et de désintermédier un marché. C'est de rendre le profit de l'intermédiaire à l'acheteur et au vendeur, quelque part. Donc, il faut que le collectionneur achète moins cher et l'artiste gagne plus. C'est ça qui est intéressant, en fait. Donc on leur dit d'essayer de pratiquer des tarifs plus bas que quand ils vendent en galerie où ils perdent 50% de commission. Voilà. Comme ça, tout le monde est gagnant. L'artiste, même en vendant plus bas, a plus pour lui à la fin et l'acheteur a un prix plus Paye moins cher, abordable sur l'œuvre. c'est Voilà. clair. Donc ça vient effectivement bouleverser le domaine de l'art. On avait eu des interventions d'experts sur cette thématique dans la communauté. Je ne sais pas si tu les avais vues. Et bon, bah, c'est sûr que là, ils prennent quand même des marges qui sont assez confortables. Et ben, comme souvent, quand il y a on pourrait estimer qu'il y a peut-être un déséquilibre, bon bah voilà, il y a Ouais. l'équilibre finit par arriver. On l'avait vu avec l'industrie du disque, des CD dans la musique, Ouais. où Ouais. il y avait des sommes qui étaient gagnées, qui étaient démentielles. Et puis bon bah ça c'est voilà, il y a le MP3 qui est arrivé et qui est venu. Mais Spotify, c'est bien décrit dans The Playlist, la série sur Netflix, cette Ah, je l'ai pas aventure. vu. J'ignorais qu'il y avait. Ça décrit ça justement, comment on est passé de l'industrie des CD à Spotify en gros, quoi. Ah, Et donc c'est excellent. l'histoire de la startup Spotify. Ah, je vais la Mais regarder. après, il ne faut pas non plus renier et dénigrer l'intérêt qu'ont les experts dans le marché de l'art. Donc, ils ont leur place, en fait, hein. Maintenant, c'est bien de proposer des alternatives. Hmm. C'est-à-dire, si je veux, je peux acheter en direct sans intermédiaire. Par contre, nous, on réfléchit à des fonctionnalités qui sont en cours de design en ce moment, où, en fait, on va intégrer les curateurs parce qu'en fait, des fois, on veut acheter de l'art, mais on ne sait pas, on a besoin d'être Oui. conseillé. On a besoin de faire confiance à un expert qui va nous dire, regardez, ça a de la valeur, et qui vient quelque part mettre son tampon d'expert parce qu'il a 20 ans d'expérience dans le marché de l'art. Et donc, nous, on ne dit pas que le monde de l'art et le marché de l'art doit se passer des galeristes, des commissaires-priseurs, etc. On dit non, ils doivent avoir leur place.
et on va les intégrer aussi, mais il faut que ce soit optionnel pour l'acheteur de passer ou non et de payer ou non une commission à ces gens-là. Voilà. Donc, on va proposer un espace au sein de la plateforme qui sera un espace curaté. Et ce qui est bien aussi, c'est que même dans ce contexte-là, la blockchain est hyper intéressante pour les curateurs parce qu'ils peuvent en fait contractualiser avec les artistes de manière blockchainisée. Donc, plutôt que de signer des bouts de papier, de courir après l'argent quand les ventes ont lieu, etc., là, c'est instantané, tout est transparent, tout est fiable. Et donc, on peut dire, ben, écoute, moi, je vais faire une exposition sur ArtTrade et je vais mettre en avant tes œuvres, je vais faire la promotion de tes œuvres auprès de mon réseau de collectionneurs, auprès de mes réseaux sociaux. En échange, je prends 10, 20, 30%. Ça, c'est à négocier entre l'artiste et le curateur. Et au moins, c'est carré. Et le jour où la vente a lieu, l'argent est splitté automatiquement entre les deux, quoi. Donc ça, voilà, c'est important de le rappeler, qu'il ne faut pas non plus dénigrer tous les métiers d'experts du marché de l'art. Mais par contre, les plateformes qui font pas toujours un travail de curation, pour moi, elles n'ont pas à prendre autant de commissions. Ouais, bah après, effectivement, hein, d'offrir une alternative où, en tant que collectionneur, on sait, on est passionné, on sait exactement. J'étais chez un ami hier à son bureau, il a des œuvres d'art de partout, c'est sa femme qui est passionnée par le truc, elle fait ses achats, elle. Et bon, bah, pour des profils comme ça, ils n'ont pas forcément le besoin de passer Exactement. par des intermédiaires. Tout à fait. Donc, j'allais te poser la question de comment vous gagnez de l'argent, mais tu y as répondu, du coup, effectivement, avec un pourcentage sur les transactions. Ouais, on a plusieurs leviers, on va dire, de, de rentabilité. Il faut savoir que le gros enjeu business pour nous, c'est quand même la valorisation du token. Parce que le projet a quand même dans son ADN la volonté de constituer une DAO, qui est en fait une organisation qui détient 51% de la total supply aujourd'hui et qui aujourd'hui est dirigée par Artrade, mais qui doit progressivement aller vers une gouvernance décentralisée par les holders de tokens et qui a pour vocation en fait de promouvoir la technologie NFT et les RWA dans le marché de l'art. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir financer des opérations de communication et aussi de reconnaissance légale des NFT comme titre de propriété et d'authenticité d'une œuvre d'art, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hmm. Donc en fait, on a toute une mission de lobbying et d'éducation qui est la mission de cette DAO qui détient les tokens. Et aussi, elle a pour vocation d'acheter des œuvres d'artistes émergents. Donc, bien sûr, ça se passe au sein de la plateforme. Et donc, on organise souvent des weekly gems, on a appelé ça comme ça. Chaque semaine, on a un drop d'un artiste reconnu ou émergent. Et parfois, la DAO va acheter ses œuvres. Elle va soit placer le premier bid, soit carrément acheter l'œuvre. Et en fait, ces œuvres qui sont détenues par la DAO vont être mis en loterie auprès de tous les holders. C'est-à-dire que tous les holders de tokens vont avoir une chance de gagner ces œuvres. Et donc, en fait, on participe comme ça en fait, au soutien des artistes en leur achetant des œuvres et aussi à la diffusion de l'art en faisant gagner ces œuvres à nos holders. Donc, en fait, il y a toute une dynamique derrière ArtTrade qui est très communautaire. Et c'est pour ça que nous, notre plus gros enjeu business, c'est de faire que le token s'apprécie pour pouvoir financer tout ça. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les 5% de commission de la plateforme, on les réinjecte sur les marchés, on rachète des tokens avec. Donc, dès qu'il y a une vente, les 5% de la vente sont dépensés pour faire du buyback de tokens. Et ces tokens qu'on achète, on les envoie dans le protocole de staking. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a mis une enveloppe de la réserve de tokens pour donner les rewards de staking. Mais au plus la plateforme va monter, au plus il y aura de commissions, au plus on achètera de tokens sur les marchés, au plus le protocole de stacking sera en fait alimenté de manière sustainable par les rachats de tokens utilisés par les frais de plateforme. Et donc, ça, c'est vraiment le plus gros levier, on va dire. Et notre deuxième axe et notre deuxième business model, c'est la vente de puces NFC. Dès lors que les gens vont vouloir associer, vouloir renforcer la sécurité, en fait, quand ils vont minter une œuvre en mettant une puce NFC sur leur œuvre, nous, on vendra la puce environ $20. Et donc, c'est là-dessus que nous, on gagnera, on va dire, c'est notre business model Web 2, voilà. Ok. Pour le dire simplement, qui est en fait de dire, bon, bah, si
demain Artrade est international et qu'on a 1 million d'œuvres chaque année qui sont mintées, ben nous, en fait, on espère vendre 1 million de puces NFC sur lesquelles, en fait, on aurait des très bonnes marges parce qu'en fait, c'est surtout la technologie et le logiciel qui a à l'intérieur qui a de la valeur et non pas la puce en soi, quoi. Donc après, peut-être dans les questions d'après, je pourrais m'étendre un peu plus sur l'utilité du token ATR et qu'est-ce qu'on a mis en place pour que justement ce token soit central dans le projet, quoi. Oui, bah effectivement, je l'avais prévu, c'est les questions de, pas de juste après, mais celle d'après, encore après. Là, en termes d'équipe, comment vous êtes dimensionné? Comment vous fonctionnez? Alors, ben, on a dû resizer l'équipe pendant le bear market parce qu'effectivement, à l'époque, on a levé 6 millions, tout était vert, c'était la folie, on a embauché 12 personnes. Quand on a vu l'étendue arriver, ben, il a fallu réduire la voilure. Donc Ouais. aujourd'hui, on travaille euh, plus avec des freelances. Donc on est 100% freelance. Maintenant, c'est des freelances qui sont là depuis 1 an, depuis 6 mois. Donc, ce qui est bien, c'est que ça nous offre cette souplesse Mm. qu'on aime beaucoup pour travailler parce que le salariat, c'est un peu embêtant en termes de gestion. Et donc, aujourd'hui, on est, on va dire, directement dans le projet, on est 6. Et on a des agences avec lesquelles on travaille, notamment sur le marketing, etc. Donc, on va dire qu'on est une dizaine si on prend ces corps de métier qu'on externalise et qui parfois interviennent que ponctuellement et qui ne sont pas une charge récurrente tous les mois, quoi. Ok, merci pour ta réponse. Effectivement, je pense que c'est assez judicieux de travailler avec des freelances. Après, c'est question de point de vue, quoi, mais Ouais. d'avoir surtout sur des projets tech comme ça, d'avoir de la flexibilité, c'est quand même salutaire. Alors justement, le token ATR, comment il s'intègre, si tu peux détailler davantage comment il s'intègre dans l'écosystème et quels sont ses usages principaux? Tu en as évoqué déjà quelques-uns, avec notamment le stacking qu'il y a, le fait que on pourra bientôt acheter des œuvres d'art avec du token et ce qui donnera un buyback. Et j'imagine qu'il y a d'autres sujets, donc je te laisse les évoquer. Ouais. Bon, après, voilà, comme on est sur un token utilitaire, effectivement, il faut qu'il ait une utilité. Et c'est un peu tout le principe du Web3 et des tokens associés à un projet. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, sa première utilité, c'est d'être une monnaie d'échange sur la plateforme. Donc, les artistes vont pouvoir créer une œuvre et fixer un prix en ATR, et les acheteurs vont donc pouvoir acheter ces œuvres en ATR. Si l'artiste fait ça, il obtient un cashback de 2,5% en token lorsqu'il vend, et l'acheteur obtient un cashback de 2,5% en token lorsqu'il achète. Donc, on va inciter, on va dire, la communauté d'utilisateurs, les collectionneurs et les artistes à utiliser l'ATR plutôt que les autres monnaies en obtenant un cashback. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai évoqué, c'est que nous, on va faire du buyback sur les marchés en utilisant les commissions de la plateforme. Donc ça a pour but de soutenir, on va dire, le cours du token à la hausse en disant que bah, si tous les jours on a 10 ventes et que ça fait un chiffre d'affaires de 3 000 à 4 000 dollars, eh bien, tous les jours, on a cette pression acheteuse qui va permettre de soutenir le cours et d'alimenter le protocole de stacking de manière sustainable parce qu'on a une total supply de 1,8 milliard qui est limitée. On n'en fera pas plus. Donc, il faut qu'on trouve un modèle soutenable pour récompenser les holders qui stake. Donc, du coup, ça vient sur la deuxième utilité, c'est le staking. Donc, les gens qui soutiennent le projet, qui immobilisent des tokens, même si c'est un staking qui est flexible, hein, c'est-à-dire qu'à tout moment, tu peux retirer. Quand tu les as bloqués dans le staking, tu as 25% d'APY. Donc, c'est une APY qui aujourd'hui est, on va dire, assez élevée parce qu'on vient de lancer le projet, mais qui va se réduire au fil du temps. Et donc, il y aura un intérêt aussi aux stakers actuels de garder leur plan de staking quand l'IPY va descendre. Parce que si demain on passe à 20 ou à 15, si tu sors, tu ne pourras plus rentrer à 25. Tu vas devoir rentrer à 15 ou à 20. Donc, on va aussi, quelque part, inciter les gens à staker sur du long terme quand ils ont souscrit à un IPY plus élevé. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que dès qu'on donne un reward, on burn l'équivalent depuis la réserve. Donc, quand on donne 100 ATR de reward, on burn 100 ATR. Donc, on a un mécanisme de burn qui intervient conjointement au staking pour réduire la total supply et mécaniquement faire augmenter la valeur du token, en tout cas sa rareté.
Donc, on a ce programme qu'on appelle le burn and stacking. Et enfin, la dernière utilité du token, c'est vraiment d'alimenter la DAO et de permettre à la DAO de se financer et de faire l'apologie des NFT, des reward assets dans le marché de l'art et de montrer en quoi, en fait, cette technologie NFT vient résoudre des dizaines de problèmes historiques sur le marché de l'art et vient améliorer la confiance, la sécurité et la liquidité dans ce marché, quoi. Donc, voilà un peu tous les leviers qu'on a. Bien sûr, après, ça peut être utilisé aussi pour du marketing. On peut faire des campagnes de airdrop, etc. Mais ça, on va dire, c'est commun, quoi. Merci pour tes réponses détaillées et claires. Comment ça se passe d'ailleurs au moment pour l'acheteur actuellement alors tu as noté, tu as évoqué effectivement la puce qui permettra de valider les transactions Ouais. d'une manière assez simple avec juste un téléphone, ok on passe dessus, c'est génial. Euh, et actuellement les acheteurs en fait doivent passer par leur wallet Phantom par exemple pour pouvoir valider et signer la transaction sur donc le En fait, site. ouais, en fait, sur ArtTrade, quand tu as un profil, il y a une zone qui s'appelle My Order, donc comme un panier de e-commerce, en fait. Et donc, la commande est en cours de livraison. Et quand tu la reçois, tu dois dire je confirme la réception, j'ai bien reçu, elle est conforme. Tu cliques sur un bouton et là, tu signes effectivement une transaction pour montrer ton engagement, en fait, et ta confirmation de la réception. En fait, cette signature va débloquer le NFT et les fonds. Donc, Ok. ça passe par la plateforme. Donc on a le NFT stocké sur son wallet. Oui. Ouais, enfin, alors, le NFT, il va arriver sur son wallet au moment où justement il va signer cette transaction. C'est un peu comme s'il signait une transaction pour récupérer son NFT finalement. Et est-ce que, je sais pas, imaginons, je me fais hacker mon wallet, on me vole du coup mon NFT. Comment ça peut se passer à ce niveau-là? Est-ce que vous pouvez, vous, intervenir? Est-ce qu'il y a des recours? Alors bon, c'est le problème et l'avantage de la décentralisation. C'est que quand c'était ton wallet, c'est tes clés, c'est ta sécurité, malheureusement, il n'y a aucune solution aujourd'hui si tu te fais pirater, quoi. Donc après, la différence sur ArtTrade, c'est que si la personne vole un NFT, elle vole pas l'œuvre physique, elle vole que Oui. le NFT. Donc finalement, c'est aussi ça l'avantage, c'est que l'un sans l'autre ne valent rien quelque part. Parce que l'œuvre physique sans le NFT, elle peut pas prouver qu'elle est authentique. Et le NFT sans l'œuvre physique, il n'a pas vraiment d'utilité, quoi, Ok. dans ce cas de figure. Donc on va dire, il n'y a pas vraiment d'intérêt à voler un NFT comme ça. Hmm. Maintenant, si ça arrive, malheureusement, c'est à chacun vraiment de prendre les bonnes méthodes de sécurité avec son wallet. Ce qu'on veut faire néanmoins, parce que là, ça s'adresse à un public aujourd'hui très Web3, notre première version d'ArtTrade, elle s'adresse aux gens qui connaissent la blockchain, qui connaissent la crypto, qui ont des wallets, etc. Maintenant, en parallèle, on travaille sur l'obtention d'un statut PSAN en Pologne pour pouvoir détenir les clés pour compte de tiers. Et donc, à ce moment-là, on pourra avoir aussi une option pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec tout ça, de se connecter en email mot de passe et on leur donne une adresse de wallet. Et c'est nous qui détenons à ce moment-là, comme les exchanges, qui détenons les cryptos, qui détenons les NFT pour la personne sur son profil. Mais ça, c'est, on va dire, vraiment dans un second temps, dans une seconde phase de notre produit pour la partie adoption mainstream, quoi. Ouais. Ok. Et à ce moment-là, oui, il y aura des recours plus faciles, quoi. Et puis potentiellement, effectivement, d'un point de vue aussi évolution du cadre légal, il y a peut-être des Ouais. choses, des innovations juridiques qui apparaîtront et qui permettront d'accompagner ce changement enfin, de paradigme, hein. Je pense qu'on peut parler de Oui. ça, hein. Après, c'est vrai que on a le règlement MiCA hein, qui va entrer en vigueur. Et c'est vrai que là, on est plus sur des choses de plus en plus restrictives, on va dire, que sur des choses de plus en plus permissives. Mais bon, c'est une bonne chose, hein, la régulation. Mais voilà, on va Nécessaire. commencer à regarder, à devoir KYC, enfin, les providers de wallet vont devoir KYC les utilisateurs. Donc, voilà, on n'aura plus comme ça cet anonymat qu'on a à échanger avec nos wallets, etc. Donc, bon, c'est inévitable. En même temps, c'est signe d'adoption et de confirmation de la crypto dans le vrai monde, quoi.
Donc, ça, on verra un petit peu comment ça se passe. Alors, j'ignorais effectivement ils allaient imposer aux providers de wallet un Know Your Customer pour créer. Wow, ça Ouais. c'est. Ok. Ouais, bah ouais, ça ouais, c'est sûr. Et D'accord. après, je crois que ce sera associé même à une adresse IP, tu vois, et où tu pourras pas, en gros, ils vont essayer de voir en fait Ouais. vraiment. Déterminer qui a Ouais, quoi, comme toujours. Ok. ouais, c'est ça. Bon, c'est pas le débat du jour. On va se concentrer sur un trade, même si le sujet serait hyper intéressant à creuser. Euh, alors, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le token a poussé fort depuis 48 heures et forcément, il y a des gens qui, notamment dans la communauté, qui ont dit, mais ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Ouais. Est-ce Bah, que c'est vrai que, ouais. voilà, enfin, tu as déjà répondu dans la communauté et je t'en remercie, mais voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo, est-ce que tu as des explications à apporter sur l'engouement et la mise en avant du projet qui a lieu actuellement? C'est vrai qu'on a fait un peu le dos rond pendant tout le bear market. En fait, on a vraiment passé notre temps à build. Et là, on a trouvé notre formule parce que bon, tous les jours, on a des dizaines d'artistes qui s'inscrivent, qui apply, qui veulent rejoindre la plateforme. On a un vrai engouement autour de notre nouvelle formule sur les reward assets et on a un vrai soutien, on va dire, de la part de la communauté artistique. Et donc, on s'est dit, OK, maintenant on est confiant, on a un produit qui commence à être vraiment canon, qui est designé d'ailleurs par David, un membre de la communauté que je salue si jamais on regarde, Et et qui David? a fait un travail exceptionnel. Donc en fait, on a conçu visuellement quelque chose de très attractif, fonctionnellement aussi. Donc on s'est dit, bon, bah, maintenant on est prêt à communiquer, on est prêt à dépenser, à redépenser de l'argent pour faire parler du projet. Jusqu'à présent, on n'en dépensait plus parce qu'on n'avait pas encore trouvé cette formule. Et ce qui tombe assez bien, c'est qu'au moment où on était prêt, eh ben, le marché crypto était prêt aussi. Hmm. Donc, du coup, ça, c'est l'alignement des planètes. On n'y est pour rien, mais tant mieux, on prend, quoi. Et donc, effectivement, là, ça fait 3 semaines, on a relancé les communications en s'appuyant sur un listing sur un nouvel échangeur qui est MEX. Et en fait, suite au listing sur MEX, on a recommencé à faire des partenariats avec Cointelegraph, Cointribune, Journal du Coin, des influenceurs pour qu'ils parlent du projet et pour qu'ils fassent aussi la promotion de notre projet et de notre token. Donc, toute notre stratégie de communication maintenant est orientée vers ça et voilà, ça donne ses fruits. Et comme je ne sais pas si on en parlait avant, mais on a été aussi dans le trending de CoinMarketCap. Ouais, on l'a Donc, évoqué tout à l'heure. Tout à fait. c'est vrai que ça a ramené pas mal de volume aussi. Et là, bon, bah, c'est vrai que ce qui se passe sur les dernières 48 heures, c'est assez fou parce qu'on sur les DEX, on a sur 24 heures un peu plus de 3 millions de volume et c'est des chiffres qui commencent à être intéressants. Et ce qui est cool pour nous, c'est que ça va nous permettre d'aller chercher encore un échangeur plus gros que MEX. Et en fait, step by step, le but, c'est d'arriver à Binance ou des tiers 1 en tout cas, parce que c'est là où en fait on va toucher le plus de liquidité. Le problème, c'est que quand on investit dans de la communication, on va toucher des investisseurs potentiels, mais s'ils n'ont pas de compte sur les exchanges sur lesquels on est listé et qu'ils ne maîtrisent pas la DeFi, ils ne vont pas pouvoir investir. Donc le but, si tu es listé après on va dire dans l'ordre, on aimerait faire Gate, KuCoin, et après, ben, les Bybit, les Binance, les Coinbase, etc. Bon, ben là, après, quand tu communiques et que les gens voient ton projet, on va dire que 90% des gens ont au moins un compte dans un de ces échangeurs et peuvent venir investir, quoi. Donc, notre stratégie, c'est ça, c'est d'y aller progressivement. On a commencé avec Bitmart, là, on est passé sur MEX et on va essayer de monter comme ça et en continuant à communiquer autour du projet, quoi. Donc après, c'est aussi un cercle vertueux, c'est-à-dire que quand le token fait 100%, ben, les gens sont contents, tout le monde en parle, et en fait, ça alimente le FOMO, et voilà. C'est Donc ça, là, ouais, voilà. le classique. Ça attire l'attention sur le projet, les gens le découvrent, ils trouvent que c'est bien, et du coup, ils en parlent autour d'eux, ils achètent du token, ce qui fait monter, enfin, voilà, le Ouais. classique. Donc voilà, alors tu le prononces Mex, toi, parce que je savais pas comment le prononcer, je disais
MEXC, tu vois, parce que ça s'écrit comme Ouais, ça, pour ceux qui nous écoutent, ouais. MEXC. Et sinon, il y a aussi Bitmart, Bitmart. De toute façon, je mettrai les liens en description et en commentaire épinglé. Donc, ça faisait partie d'une de mes questions, c'est est-ce qu'il y a d'autres listings qui sont prévus? Et ta réponse est oui. Justement, le fait d'avoir plus de visibilité permettra d'aller plus facilement chercher un, un tier 1, comme tu l'évoquais, Oui, un bah, exchange c'est ça. En avec un fait, maximum d'accessibilité. pour ceux qui l'ignorent, en fait, les exchanges sont plus ou moins gros selon les volumes d'utilisateurs qu'ils ramènent. Donc, on a les tiers 1, les tiers 2, les tiers 3. Et en fait, au plus on veut être sur un gros exchange, au plus ils ont des requirements, des prérequis élevés. Donc, il faut avoir tant de volume, tant de market cap, tant de daily active users, etc., tant de holders. Et en fait, on ne peut pas de suite être listé sur Binance, sauf si on est déjà un géant qui lance un projet, on va dire. Si demain Apple lance une crypto, ils vont de suite être sur Binance. Voilà, c'est évident. Mais quand on commence petit, il faut y aller étape par étape pour pouvoir atteindre, on va dire, l'objectif ultime qui est d'être sur un tiers 1, quoi. Merci pour ton retour. Alors, il y a eu toute une phase de migration où effectivement les tokens étaient sur la Binance Smart Chain et vous avez fait donc le choix de migrer vers Solana. Malgré d'ailleurs FTX et puis tout le FUD qu'il y a eu autour de Solana où on a été, moi aussi hein, sincèrement, à penser que bon du côté de Solana c'était mal barré. Un petit salut, je salue Ous qui avait dit ouais s'il y a un token qui va bien pumper et qui va nous faire une remontada de folie, c'est le Solana. Donc bravo Nostradamus pour pour cette vision du futur. Et donc on a de nouveau le Solana là qui est mis en avant, qui est porté. Et alors pourquoi avoir fait ce choix d'aller vers le Solana, malgré effectivement tout ce que l'on pouvait entendre et dire sur cette blockchain. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix stratégique? Ouais, déjà, ce choix, il intervient avant l'affaire FTX, hein. Au moment où on prend cette décision, je crois qu'on est en décembre 2021. Donc, tout va bien, hein. On est plutôt au max sur Ah, mais Solana. vous auriez pu rétro-pédaler, Oui, bien dire sûr, on aurait pu. Alors, voilà. il y avait grosse hype au moment où on a fait ce choix sur Solana. Et c'était et c'est toujours le deuxième plus gros volume d'échange de NFT après Ethereum. Moi, en fait, j'ai un problème avec Ethereum, c'est que pour moi, c'est une chaîne qui est inutilisable. Je comprends pas, en fait, c'est une chaîne de riches, quoi. Oui, c'est sûr, c'est quand tu as des millions, tu t'en fous de payer 20 dollars de transaction. Mais même moi, d'un point de vue professionnel, quand j'utilise les wallets pour payer un tel, parce que ça arrive aussi de faire des paiements en crypto, ben, c'est désagréable de se retrouver à la fin du mois, tu as, 1000, 2000 euros de fees. C'est Mm. c'est scandaleux, quoi. Et donc, pour moi, Ethereum, même si c'est là qu'il y avait le plus de volume sur le point de vue NFT, pour moi, c'était pas possible parce qu'il y avait une volonté de pouvoir être utilisé par tout le monde et pas que par une élite, on va dire. Et donc, l'option, la meilleure option après Ethereum, pour moi, c'était Solana. Et une fois que j'étais moi-même collectionneur sur Form Function, sur les marketplaces NFT Solana, quand on a testé, on va dire, l'UX/UI de Solana, on ne revient plus en arrière, quoi. Donc, c'est vraiment d'un point de vue technique et d'un point de vue de l'utilisation, le combo Solana, en plus avec le wallet Phantom, qui pour moi est de loin le meilleur wallet, c'est juste incroyable de rapidité, d'efficacité, et tu payes moins d'un centime les transactions, c'est fait en 2 secondes. Donc nous, ça nous a permis aussi à ArtTrade de prendre à notre charge les frais de transaction sur la plateforme. C'est-à-dire que demain, quand un artiste vient, il crée gratuitement des NFT. Quand quelqu'un fait une manip et tout, on prend la plupart, pas tous, mais la plupart des frais de transaction, surtout pour le mint et tout ce qui concerne les artistes, c'est ArtTrade qui le prend en charge. C'est-à-dire qu'on peut onboarder des gens sans qu'ils aient à acheter des sols. Parce que Ouais, ça, ça c'est c'est quand même bien. un gros frein. Tu vois, quand tu es un artiste, tu viens, tu veux créer une œuvre, si d'un coup il faut avoir des sols pour payer les frais de mint et tout, déjà, c'est galère. Donc nous, ça, on le bypass en disant, bien, tes 5 premières œuvres,
c'est gratuit, c'est nous qui prenons les frais. Et nous, ça nous coûte moins d'un centime, en fait, c'est que dalle, quoi. Je veux dire, par rapport aux bénéfices qu'on a à pouvoir onboarder les artistes si facilement. Bien sûr, le jour où on a des millions d'utilisateurs, on pourra revoir ça. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui nous coûte rien et qui permet d'avoir aucune friction pour nos nouveaux utilisateurs avec la blockchain. Ils ont juste à venir et tout est pris en charge. Ça, c'est possible que sur Solana. Et donc, même quand le token était à 9 $, moi, j'étais serein parce qu'en fait, je me dis, c'est juste des gens qui n'ont pas encore essayé cette blockchain. Dès que tu l'essayes, dès que tu commences à interagir avec, et c'est le cas de beaucoup de maximalistes Ethereum, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la quatrième crypto qui, à mon avis, va passer devant BNB. C'est déjà arrivé, ça va se reproduire, à mon avis. Et je pense que ça peut battre Ethereum parce que si, une fois qu'ils auront réglé leur bug qu'ils ont parfois avec les coupures, c'est de loin le meilleur compromis au niveau de la décentralisation, de la sécurité et de la rapidité, quoi. Donc moi, j'ai toujours été serein sur ce choix parce que techniquement, euh, je trouve qu'il n'y a pas mieux, quoi. Voilà. Ok. Non, Même effectivement, bah, si, il y a d'un point de vue parfois des spéculatif, ça faisait... coupures de la blockchain, il faut la relancer, quoi. Donc ça, c'est quand même un truc qui est ennuyeux. Mais bon, à côté de ça, comme tu l'évoques, c'est quand même un écosystème qui est assez performant Ouais. et qui présente beaucoup d'avantages. Euh, Justement, en termes d'évolution à venir, alors tu en as évoqué quelques-unes, notamment sur le fait de les puces NFC. Est-ce Mhm. qu'il y a d'autres évolutions majeures qui vont arriver et du coup Ouais. lesquelles? Yes, bah ouais, bon, il y en a trois principales. On va dire, au-delà du travail qu'on connaît, qui est quotidien de petites améliorations. Voilà, on ajoute chaque semaine des choses. Chaque semaine, il y a des nouveautés. Chaque semaine, il y a des améliorations, soit au niveau de la performance du site, au niveau du design, au niveau de choses comme ça. Mais on va dire, sur les grosses features à venir, on veut intégrer les éditions, donc la possibilité de minter pas que des one-one, mais de pouvoir faire une série, par exemple, de 10 photos, de 10 affiches qu'on va print, donc de pouvoir intégrer les éditions. Ça, c'est une première volonté. Le deuxième gros sujet, et ça peut prendre plusieurs mois, c'est la puce NFC. Donc, on a vraiment cette volonté d'intégrer la puce qui va avec une application mobile, du coup, parce que pour pouvoir scanner, il faut une app mobile. Donc, puce plus app mobile, on va dire, deuxième et troisième trimestre de cette année. Et troisième, quatrième trimestre, on a la reconnaissance légal, on va dire, d'être custodial, de pouvoir intégrer un wallet intégré à la plateforme pour onboarder les users Web2, et toute la partie curators, c'est-à-dire d'intégrer les professionnels du marché de l'art, de leur donner une place dans la plateforme pour qu'ils puissent faire des deals avec les artistes, mettre en avant les artistes et toucher des commissions pour faire ce travail-là. Donc, on va dire les trois gros sujets, c'est puce NFC, intégrer les curateurs et intégrer un wallet custodial. Ouais, Si on arrive à faire ça cette année, on sera content. ouais, bah, c'est clairement, c'est des gros chantiers, des beaux chantiers. Et puis le dernier, effectivement, d'intégrer des professionnels du secteur, ça peut vraiment donner un coup de boost juste monstrueux à la plateforme, quoi. En tout cas, moi, Eh c'est ouais. mon interprétation et ma vision. En termes de justement de partenariat, est-ce que vous avez donc établi des partenariats? Tu as parlé de certains artistes. Alors je suis désolé, je suis pas très féru d'art, donc les noms ne m'ont pas parlé, mais peut-être que bah, parmi ceux qui nous regardent, c'est des noms qui vous parlent. Mettez-le d'ailleurs en commentaire si c'est le cas. Je serais intéressé de le savoir. Et alors en termes de partenariat, voilà, hein, avec, est-ce que vous avez des discussions avec d'autres plateformes, avec des acteurs du domaine? Là, on a une discussion avec Coda. Coda, c'est en fait des expos NFT et Figital aussi. Donc, on va faire un partenariat avec eux. D'ailleurs, on est en train de construire toute notre galerie Spatial. Donc, Spatial, c'est une galerie en ligne un peu en mode métaverse Hmm. où tu peux te balader, tout est en 3D. Et en fait, on va pouvoir se balader et voir toute la plateforme ArtTrade sur des tableaux, sur des murs, quoi, enfin sur des faux murs, on va dire. Et on va avoir un espace dédié là-dedans. On va faire un showcase avec Coda en partenariat avec eux, où eux vont pouvoir communiquer sur leur Twitter auprès de leur base de collectionneurs et faire vraiment une collab là-dessus. En plus de ça, toutes les semaines, on a un artiste plus ou moins connu. Donc cette semaine, on a Lionel Deluy avec le drop de Snoop Dogg.
Après, on a Indra, on est en discussion avec Beverly Hills. Donc, chaque semaine, on va avoir des plus ou moins gros artistes, mais parfois des très gros, qui vont faire des drops sur la plateforme. C'est vraiment là, on va dire, pour nous, le cœur des partenariats parce que notre produit n'accueille pas, on va dire, les musées ou les choses comme ça. Donc, on va dire, le plus gros partenariat qu'on puisse faire, c'est d'avoir des plus gros artistes, quoi. Mm. Et on a aussi quand même une discussion avec le groupe JC Deco pour faire des drops d'œuvres dans les aéroports Roissy-Charles de Gaulle, où en fait ils ont des pancartes JC Deco avec des affiches digitales dedans. Et donc on imagine faire des drops d'œuvres où il faut se trouver devant l'affiche JC Deco pour pouvoir acheter l'œuvre. Et donc eux, ça leur sert à leur marketing et nous aussi. Donc ça, on est en discussion. Ça a été validé par leur comité de direction. Maintenant, il faut que ça s'exécute. Donc ça peut être pas mal aussi parce que ça peut faire beaucoup de bruit vu que c'est quand même une grosse boîte. Ouais, Euh, clairement, JC Deco, c'est énorme. Ils sont de partout dans ouais, le monde, quoi. Ah ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ça c'est plutôt cool. Et non, voilà. Sinon, c'est tout pour l'instant, quoi, au niveau des partenariats. Alors, il y a aussi, donc, pendant toute la phase de bear market, d'un point de vue, voilà, c'est une question un peu plus personnelle, hein. Toi, comment tu as vécu cette phase qui est clairement difficile pour les projets crypto, d'une manière générale? Et bon, je sais que tu as été exposé à une certaine agressivité. Ça, c'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois, hein, de la part de porteurs de projets crypto où ils ont affaire à des gens qui sont extrêmement violents, en fait, déjà d'un point de vue communication et qui peuvent être un peu flippants. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler de ce passage-là auquel tu as, avec courage, su résister parce que c'est quand même pas un truc qui est les haters violents, c'est pas un truc qui est forcément facile à vivre. Donc, est-ce que tu veux bien nous dire comment, voilà, Ouais. s'est passé le bear Oui, bah, market c'est là? sûr. Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que bon, voilà, c'est pas lancer une SEO, je, je le conseillerais à personne, on va dire, sauf à des gens, on va dire, solides sur le plan mental, parce que c'est vrai que, en fait, ce qui se produit parfois, et nous, ça a été notre cas, c'est qu'au moment du listing du token, il peut y avoir du FUD. Et nous, ça a été le cas parce qu'en fait, on avait annoncé une heure de listing à 9h, et en fait, on a listé à 8h30 parce que il nous fallait 2 heures pour envoyer les tokens à tout le monde, parce que quand on a 8500 adresses de wallet et qu'on peut les envoyer que par des batchs de 200, ça prend du temps. Et il n'y a pas de miracle, en fait, on ne peut pas faire plus vite que ça. Nous, on avait vraiment des experts avec nous qui l'avaient déjà fait et qui ne pouvaient pas faire plus vite que ça. Donc, on s'est dit, on s'y prend un peu avant. Et en fait, dès que on a envoyé les premiers tokens, il y a des bots qui ont commencé à trader le token. Et donc, ce qui était plutôt positif parce on l'a listé à 4 centimes, il est monté à 6 centimes et quelques assez rapidement. Et les gens qui ont eu le token à 9 heures ont dit oui, c'est la team qui s'est servie avant, enfin, c'était n'importe quoi. Alors que c'était même pas possible parce que le prix avait monté. Et donc là, à ce moment-là, c'est devenu viral et tout le monde a vendu ses tokens. Et donc le prix a crash. Et nous, on s'est fait accuser de tous les torts, alors que honnêtement, il n'y avait rien de mal, quoi. Et donc là, c'est vrai que ça a été assez compliqué à gérer, on va dire d'un point de vue émotionnel, parce qu'en plus, nous, on s'attendait à exploser au listing, et donc ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Et derrière, effectivement, on a tous les crypto guys, on va dire amateurs, quoi, hein, qui Mm. pensent que pour faire x 1000 sur une ICO, que ça marche à chaque fois, etc. Et donc, il y a des gens parfois qui mettent aussi trop d'argent. Ils ont peut-être 10 000 de budget crypto, ils vont mettre 8 000 ou même ils vont tout mettre. Ils vont mettre tout sur le projet ArtTrade parce ils y ont cru. Bon, bah, c'est cool. Mais le truc, c'est qu'il n'y a aucune garantie de succès, quoi. Et Ouais. effectivement, quand les gens ont vendu à perte ou alors ont vu leurs 10 000 se transformer en 1000 ou en 500, eh ben, ils ont commencé, comme nous, on est affiché publiquement, à envoyer des messages en privé, parfois pour les plus violents, en disant, voilà, je vais venir te chercher chez toi, je vais te buter et tout. Bon, moi, ça me fait pas trop peur parce que généralement, quelqu'un qui veut te buter, il te le dit pas.
Donc, C'est vrai. du coup, j'avais bien conscience que c'était juste des gens qui étaient haineux, quoi. Mais c'est vrai que c'était très dur sur le plan psychologique, cette traversée, on va dire, du désert, où tu as ton produit qui n'est pas encore sorti, ton token qui s'effondre, tout le monde qui est en colère, une communauté. euh, alors, il y en a peut-être sur 10 000, il y en a peut-être 50 qui font du bruit et qui râlent, mais en fait, c'est eux qu'on entend le plus. Dès que tu postes, ils viennent commenter, ils viennent hater. Sur Telegram, à un moment donné, on a fermé le channel, on a dit bon, on laisse tomber parce que la communauté était devenue trop toxique. Donc c'est vrai il faut avoir conscience. Là, comme on se le disait tout à l'heure, ça monte, c'est green, c'est cool, on est content, et puis tout le monde vient me dire que je suis un génie, et c'est génial, mais à l'inverse, quand ça descend, tout le monde vient te cracher dessus, en gros. Donc, voilà, il faut avoir beaucoup de distance avec ça et savoir en fait que ça fait partie du jeu. Et moi, je suis toujours resté présent pour répondre aux gens, leur dire, écoutez, les gars, vous avez fait moins 1000, mais en fait, sachez que quand vous investissez dans une SEO, vous investissez dans une startup. Une startup, c'est 5% de chance de succès. Maîtrisez votre risque. Et en fait, on essayait d'éduquer les gens à ça. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'à un moment donné, la communauté, elle a pris le relais. On n'avait même plus besoin de le faire quand quelqu'un venait se plaindre. Et surtout récemment, là, depuis qu'on a vraiment assaini, depuis qu'on a relancé le produit, que tout le monde est content, dès qu'il y a quelqu'un qui vient râler, qui dit ouais, machin, mais on n'est toujours pas à la TH, etc. En fait, tout le monde maintenant fait de l'éducation et dit mais écoute, voilà, c'est un pari, c'est pas sûr que ça marche, chacun doit assumer ses pertes. Et heureusement, nous, quand on fait une SEO, il y a un gros disclaimer à la fin du white paper qui explique aux gens que attention, c'est leur argent, ils peuvent le perdre. Nous, on n'est pas garant du succès. On va faire de notre mieux, mais c'est pas sûr. Et puis voilà. Mais bon, pour répondre à ta question, il y a eu des moments très difficiles par rapport à ça, par rapport aux haters, et aussi par rapport au bear market, où c'est un moment où plus personne n'en a rien à faire de ce que tu fais et où il faut rester solide et continuer de build. Donc voilà, on va dire encore plus qu'ailleurs, je trouve, dans la crypto, pour entreprendre, il faut avoir les nerfs solides, quoi. Mais la C'est- persévérance, c'est la plus grande qualité qu'on puisse avoir quand on Ah mène un oui, projet, là, quoi. là, c'est, ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'intelligence, c'est la persévérance gagne sur tous les fronts. Ouais, complètement. D'ailleurs, oui, je suis moi sur le Telegram de Artrem, où je mettrai le lien aussi en description, parce qu'il y a quand même 12 500 membres. Ouais. Vous avez une belle. Alors toi, si tu veux mettre le lien, ah oui, il y a un Telegram français aussi. Ça, Oui, c'est vrai, moi je suis sur l'anglais. c'est Je suis l'année. sur le Telegram anglais parce que d'ailleurs, enfin, les échanges sont, comment dire, moins râleurs. Comme par hasard. Voilà. Et effectivement, en tout cas, je vois au niveau des échanges, et ça c'est bien, c'est parce que il y a des gens qui sont restés, qui ont continué à suivre le projet. Et on sent qu'il y a une prise de maturité au sein de la communauté. Et là, sur les nouveaux qui arrivent, moi je vois régulièrement des messages où, en clair, il y a du recadrage bon, est justifié, hein, franchement, pour certains messages, clairement. Et d'une manière générale, pas en mode ultra violent. C'est du recadrage qui est globalement, je trouve, plutôt gentil et assez bienveillant. Donc bon voilà, les liens aussi en description, commentaires épinglés. Alors on arrive au bout de cette vidéo et on va jouer un peu à Madame Irma. Non pas sur le prix du Bitcoin, non, je ne vais pas te poser cette question. Non, plutôt sur l'évolution du marché des Real World Assets, des NFT sur les prochaines années. Si toi tu as des chiffres notamment en tête, tu évoquais au début de cette vidéo, je crois que c'était 60 milliards sur le domaine de l'art. Et voilà, peut-être, j'imagine que vous avez fait peut-être un peu des projections en termes de prise de part de marché Mhm. sur cet énorme gâteau de 60 milliards. Ouais. Et comment, à la fois pour Arttrade, mais aussi d'une manière générale pour ce marché des Real World Assets associés à l'art, des NFT associés à l'art, comment toi tu vois l'évolution sur les 2, 3, 5 ans? Voilà. Ouais, ben, c'est vrai que alors le marché de l'art en ligne, c'est 11 milliards, du coup, c'est à peu près 15% du marché total. Donc, c'est vrai que nous, si, sur ces 11 milliards, on espère grappiller de plus en plus. Ça dépend
quand même de la manière dont les gens vont adopter la crypto et ils vont adopter le concept d'art trade. Donc, on n'a pas vraiment de certitude là-dessus. Maintenant, voilà, nous, c'est vrai que on aimerait bien rapidement au moins rejoindre les volumes d'une plateforme comme Singular, euh, qui va drainer à peu près 30 millions d'euros de volume d'œuvres par an. Nous, déjà, si on arrive à ce résultat dans les 3 prochaines années, on sera content, euh, en sachant que ça, c'est l'objectif volume sur la plateforme. Mais après, il y a l'objectif sur le token. Ça, c'est encore un autre pan de nos target business, quoi. Ok, merci, merci pour ta réponse. Merci pour tes explications. Voilà, dites-nous dans les commentaires si vous avez trouvé ça clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. D'ailleurs, j'attirerai son attention à Paul malgré le fait qu'il est très occupé, voilà, pour y répondre. Ou j'y répondrai moi-même si j'ai les éléments de réponse. Est-ce que tu veux voilà, transmettre à nos spectateurs un mot de la fin? Ben ouais, mais déjà merci à tous ceux qui ont regardé jusque-là. Mais nous, en tout cas, à ShareTrade, on continue de construire tous les jours pour le futur du marché de l'art en ligne. Et on pense effectivement que, en tout cas, d'un point de vue du marché crypto, la narrative des reward assets va être la plus forte avec celle de l'IA. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de confiance, on va dire, pour la suite. Donc, voilà, suivez-nous et pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, c'est peut-être le moment, quoi. Ouais, surtout qu'effectivement, il y a une forte poussée, on a une correction assez logique qui a eu lieu là. C'est vrai que bon, ce n'est pas du conseil en investissement, tout ça, mais d'un point de vue graphique, je trouve que le point d'entrée, à l'instant, au moment où on tourne cette vidéo, ça peut bouger extrêmement vite, me semble pas dégueu. Pour suivre le projet, donc le canal Telegram, vous êtes aussi sur Twitter, je mettrai en lien du coup Yes. le Et site, bien Discord sûr, aussi. arttrade.app, et puis l'ensemble des réseaux. Si vous voulez vous positionner sur le token, vous avez donc l'exchange MEXC, MEX, voilà, et aussi Bitmart, je vous mettrai les liens aussi en description. Et puis, bon ben, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à euh, la fin de cette vidéo. Et puis, ben, merci beaucoup, Paul, pour ben, cette belle aventure que tu nous as offerte, nous permettant Merci. d'investir dans ce projet. Et puis, à très vite, tout le monde. Bye bye. Salut à tous! Merci.